Donc, alors, comment puis-je me permettre de faire une conférence sur le Jyotish, puisque je ne suis pas diplômé d'une université particulière, de je ne sais quelle école? Parce qu'en fait, je pratique cette astrologie si particulière depuis 30 ans. Euh, j'ai découvert cette astrologie un peu par hasard. Je dis bien un peu par hasard, parce que vous allez voir que c'est une astrologie qui est vraiment spirituelle. Et comme j'ai une recherche spirituelle depuis que je suis enfant, j'étais amené à découvrir cette astrologie, mais par hasard, parce qu'en fait, je ne savais pas trop qu'elle existait vaguement. Et puis, j'ai pu avoir quelques documents il y a très longtemps sur le Jyotish, qui est en français, puisque c'est quand même une astrologie qui vient de l'Inde, donc pratiquement tous les livres sont en anglais. Et puis, j'ai pu découvrir un cours d'initiation écrit en français. Et puis, je l'ai juste regardé et puis je m'y suis intéressé. Et j'ai très vite compris comment ça fonctionnait, très très vite. Il semblerait que ça avait animé chez moi des connaissances qui étaient déjà intégrées dans ma conscience. Hein. Euh, pourquoi je dis ça? Puisqu'en fait, le Jyotish tient compte d'une réalité qui est la sienne, hein, elle considère que c'est exact, c'est-à-dire elle considère que nous n'avons pas qu'une seule incarnation, mais de multiples. Et quand je dis que cette connaissance, lorsque je suis tombé sur quelques documents, il y a eu une sorte de réveil de connaissance qui était inscrite dans ma conscience. Et j'ai pu très vite faire des consultations à mes proches, à mes enfants, et puis progressivement à des gens qui voulaient en fait avoir plus d'informations pour se découvrir. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je peux me permettre d'une manière humble de présenter le Jyotish aujourd'hui. Jyotish, Jyotish, Jyo, ça veut dire lumière. Ish, on a la racine d'Ishvara, c'est la divinité, le Dieu, le suprême. En fait, Jyotish, ça veut dire science de la lumière. Donc, dès que le nom est en fait interprété, dès qu'on connaît la signification du Jyotish, on sait de quoi ça va parler. Ça va vraiment parler de cette possibilité d'avoir des informations sur notre incarnation, ces informations nous permettant d'avoir une vision plus précise de notre chemin. Et Dieu sait si nous avons besoin de clarté dans cette existence. Alors, le simple fait d'être authentique dans une vie, de chercher vraiment ce que l'on est, n'indique pas forcément qu'on va trouver tout de suite, parce que ça peut être compliqué, parce qu'on peut être dans un environnement qui n'est pas ouvert à ça, parce que voilà, on est soi-même encore voilé, parce que pour de multiples raisons, ça peut être extrêmement compliqué d'avoir une vision précise de là où on est. Et le Jyotish, donc cette astrologie indienne, va nous donner toutes les informations sur votre destin karmique et dharmique, qui est le vôtre. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur les termes karma et dharma. Mais ce Jyotish, qui provient en fait d'une connaissance beaucoup plus vaste qu'on appelle les Védas, ce Jyotish les règles ont été découvertes il y a 7-8 000 ans par des êtres qu'on appelle des rishis. Rishi, ça veut dire voyant, celui qui voit. Hein, vous voyez, quand je dis voyant, je montre ici. Hein, c'est le troisième œil, celui qui voit, avec sa conscience. Donc, il y a 7-8 000 ans en Inde, un ensemble de personnes ont perçu spontanément, en fait, toutes les lois de la nature qui géraient l'incarnation sur Terre. C'était le moment que ça se passe sur Terre, et ça s'est passé. Et donc, ces rishis qui se connaissaient, d'autres ne se connaissaient pas, mais il y a eu un phénomène de conscience collective à ce moment-là en Inde, et ces rishis ont pu percevoir la totalité des règles qui gèrent l'incarnation sur Terre. Donc, dans les Védas, les Védas, c'est le terme de ce corpus de connaissances.
Et dans ces Védas, vous allez trouver la science des mantras, la science des postures, l'Hatha Yoga, le Gandharva, les sons, les rythmes, les mathématiques védiques. Vous allez trouver le Sthapatya Veda, l'architecture védique. Comment on construit une maison pour s'y sentir en fait dans une ambiance divine. Le Vastu, par exemple, le Vastu qui est comment on récupère une maison qui n'est pas construite suivant le Sthapatya Veda, comment on récupère les énergies de cette maison pour qu'elle puisse quand même diffuser en fait une ambiance d'harmonie. L'Ayurveda, que vous devez connaître, hein, l'Ayurveda, hein, c'est le système de santé parfait perçu par les rishis, qui est une science extrêmement subtile qui a été découverte sans microscope, simplement avec la vision de la conscience. Simplement la vision de la conscience. Les rishis étaient des êtres éveillés. Qu'est-ce qu'un être éveillé? Et c'est important pour le Jyotish de bien comprendre ce qu'est un être éveillé, puisque le Jyotish va vous permettre de vous éveiller. Qu'est-ce qu'un être éveillé? C'est celui dont l'ego a repris sa place, c'est celui dont le mental est apaisé, et celui dont le corps émotionnel est transmuté, c'est-à-dire libéré de ses tensions, de ses nœuds et de ses contradictions. Ego, mental, corps émotionnel. Et donc, ces rishis ont pu percevoir naturellement les règles de l'Ayurveda, par exemple, et aussi du Jyotish. C'est à votre lieu de naissance, à l'heure de votre naissance, on va regarder à l'est. On va regarder à l'est de ce lieu de naissance et on va percevoir qu'il y a une constellation dans le ciel. Une constellation, c'est un ensemble d'étoiles. Il y a 12 constellations perçues par les rishis, ce qu'on appelle aujourd'hui les 12 signes du zodiaque. Et ces 12 constellations, en fait, vont nous permettre, par la position de 9 planètes précises, d'avoir une vision très précise de votre incarnation. Tout est à sa place. Ce qui veut dire que vous n'allez jamais naître par hasard à un certain endroit et à une certaine heure. Il n'y a pas de hasard. Le fait d'avoir un corps humain, le fait de naître avec un corps humain est un acte extrêmement puissant, extrêmement important, même si nos sociétés matérialistes ne le perçoivent pas. C'est un acte extrêmement puissant, puisque pour les rishis, pour les Védas, vous avez un corps, l'âme obtient un corps parce qu'il va devoir, à travers ses expériences d'incarnation, à travers plusieurs types d'incarnation, il va devoir retrouver sa véritable nature. L'âme, qui est par définition totalement infinie, va perdre sa dimension infinie par le fait d'être relié à un corps qui, lui, est fini. Et le but du jeu, parce que c'est un jeu, à travers les différentes incarnations, nous allons devoir simplement retrouver notre dimension intérieure. Et d'incarnation en incarnation, nous allons faire nos expériences. Donc l'incarnation actuelle va nous permettre, en fait, de percevoir par la position des planètes et aussi par leur faiblesse et leur force, de nous permettre de voir l'endroit où nous sommes, quel est le travail qui reste encore à fournir. Et puis surtout, qu'est-ce que nous avons amené du passé? Le passé, c'est le karma. Le karma, c'est le résultat des actions antérieures, des vies passées. Et pour le Jyotish, on choisit, en accord avec la source, en accord avec le suprême, avec le divin, peu importe le terme que vous employez pour le nommer, dans le Jyotish, on considère que nous allons choisir, avant l'incarnation, le type de karma que nous allons régler. Le karma étant en fait le résultat d'actions tordues, pas compris, pas à sa place, fait avec une incompréhension, avec une volonté peut-être de méchanceté, ou une volonté d'empiéter sur les autres. La carte, le diagramme natal, je vous en montrerai une tout à l'heure, le diagramme natal va en fait nous permettre d'avoir vraiment une carte comme un GPS. Voilà, tout ce qui revient du passé. Et puis, on va voir en fait dans cette incarnation quel est notre destin karmique. Le destin karmique étant en fait le destin, les événements et le fonctionnement intérieur que nous avons et qui proviennent du passé, des réductions, de la limitation, puisque le karma va tendre à limiter et à restreindre les choses. Et en même temps, on va avoir un destin dharmique.
Le dharmique vient du terme dharma. Le dharma, c'est notre propre loi naturelle. Et le dharma, en fait, est ce qui est déjà libéré. Et nous devons aller vers notre dharma, là où nous sommes libérés, là où nous, en tant qu'âme, nous sommes à l'aise. Chacun a un dharma particulier. Tout le monde n'a pas le même dharma. Il est important de retrouver dans son incarnation le dharma. Puisque lorsque vous êtes dans une situation dharmique, les choses sont simples. Les événements sont fluides. Le fonctionnement intérieur est aussi doux, apaisé. Vous avez une activité dharmique, vous aurez beaucoup moins de fatigue que si vous avez une activité karmique. L'activité karmique est une activité qui va vous permettre de nourrir le corps, lui trouver des vêtements et un toit. Puisque vous avez dû remarquer que la première chose que nous faisons sur Terre, c'est de maintenir le corps en vie. Ça, c'est l'activité karmique. L'activité dharmique, c'est, bien sûr, je nourris le corps, je lui trouve des vêtements, un toit, mais surtout, j'ai une activité qui correspond à la propre âme que je suis. C'est-à-dire que je suis dans mon flot intérieur. Je suis dans ma libération intérieure. Je suis mu par ce qui est tout à fait spontané en moi, naturel. Hein? Et j'agis en partant de ma réalité première, qui est juste cet état de conscience très simple. Très simple. Mais le fait de le savoir intellectuellement ne va pas forcément vous permettre de trouver votre dharma dans cette incarnation-là. Donc, les rishis qui ont créé ces Védas pour aider en fait les personnes du futur à découvrir leur propre dharma et en fait à s'éveiller, puisque le dharma collectif de chaque individu et de toute société est d'atteindre cet éveil spirituel. Ces rishis ont donc élaboré cette astrologie si particulière qui est une astrologie essentiellement spirituelle. Spirituelle non pas au sens religieux du terme, spirituel au sens de l'esprit, c'est-à-dire comment retrouver dans son incarnation un fonctionnement où les œillères de notre conscience, de notre mental disparaissent au fur et à mesure, afin d'avoir une vision à 360 degrés. Donc, fonctionner à partir de sa réalité première. Donc, c'est vraiment ce but-là qui est très clairement établi, même si, à travers le Jyotish, on pourra bien évidemment percevoir des domaines plus classiques, qui vont être le domaine, par exemple, du couple, de la relation avec les enfants, de la relation amicale, de l'aspect financier, est-ce que je dois aussi déménager, est-ce que je dois habiter ailleurs, les rapports avec papa-maman, qui sont souvent des rapports karmiques, hein, et il faut absolument le savoir. Les personnes qui nous accueillent dans cette incarnation sont souvent des êtres que nous connaissons déjà et avec qui nous avons des rapports anciens. Et il y a beaucoup de karma qui peuvent se jouer entre papa et maman. Donc, il faut dénouer tous ces aspects-là, puisqu'encore une fois, le karma est l'ensemble des énergies comment dirais-je, cristallisées dans votre champ de conscience et dans vos corps subtils et dans notre champ émotionnel qui vont venir en fait nous restreindre, nous empêcher d'être parfaitement détendus, heureux. Même s'il existe un karma qui est quand même plus sympa, il peut y avoir un karma positif. Mais le but du Jyotish, c'est de pouvoir vivre en dehors du karma, de vivre d'une manière spontanée à travers son dharma. C'est vraiment cette réalité-là. Et croyez-moi, lorsque nous avons une carte, un diagramme natal en face de soi, enfin, je parle pour les astrologues indiens, c'est très facile, très simple de percevoir tous ces aspects de karma et de dharma. La technique, en fait, est extrêmement simple, même s'il faut quand même quelques jours ou quelques mois de pratique pour pouvoir avoir une vision précise, mais nous avons une vision très rapide des aspects les plus essentiels d'une âme sur Terre. Je dis bien les aspects les plus essentiels d'une âme sur Terre. Le Jyotish est une connaissance sacrée. Pas au sens complètement perdu dans un émotionnel religieux, sacré dans le sens où nous avons la possibilité de connaître naturellement tous les tenants et les aboutissants d'une incarnation sur tous les plans.
La seule limite va être en fait l'imagination ou l'expérience de l'astrologue. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, donc, c'est bien la place de 9 planètes au moment de votre naissance, au lieu de votre naissance. On va travailler donc sur 9 planètes, et ces planètes ne vont pas être considérées comme des cailloux dans le ciel. Ces 9 planètes vont être considérées par les Indiens comme des divinités planétaires. En fait, comme des représentantes de la source, mais qui vont s'exprimer à travers divers domaines de l'incarnation, puisque chaque planète traite certains domaines de l'incarnation. Par exemple, le Soleil va s'occuper de la vitalité, de l'âme, de l'ego, de la relation avec le Père, avec l'autorité. Vénus va représenter le couple, l'amour, le désir, l'harmonie, la capacité d'être en relation avec les plans supérieurs, etc., etc. Chaque planète, en fait, a un secteur bien déterminé d'investigation, d'expression. Mais chaque planète va vraiment être, en fait, la représentante de comment dirais-je, de la source. Et on va voir dans un thème quelles sont les planètes faibles et fortes. Et là, il faut absolument dédramatiser ce qui s'est passé pendant des siècles et des siècles avec les planètes faibles et les planètes fortes, les planètes dites bénéfiques et maléfiques. Aucune planète n'est maléfique en Jyotish. Aucune planète n'est maléfique. Certaines planètes vont être chargées de ramener un karma qui est lourd. Mais la planète en elle-même va être totalement lumineuse. Aucune planète n'est faible. Saturne, par exemple, qui est considérée comme la planète qui représente la souffrance, cette planète n'est en aucun cas créatrice de la souffrance. Nous sommes en face d'une astrologie d'unité. Tout est lumière. Dans cette lumière, il y a eu des actes qui ont été perpétrés par nous à un moment où l'ignorance était encore présente. Bien sûr, il y a des torsions. Les planètes vont nous renvoyer, à travers un ordinateur cosmique qui ne fait aucune erreur, les planètes vont nous renvoyer ce karma avec notre accord. Puisque dans le Jyotish, on dit bien qu'on a accepté de vivre telle ou telle chose dans cette incarnation. Mais les planètes en elles-mêmes ne sont en aucun cas faibles. C'est important, c'est essentiel en astrologie indienne. Même si, par exemple, Saturne est chargé de renvoyer le karma le plus lourd. Ou si vous avez, par exemple, eu des comportements extrêmement difficiles au sein d'un couple, il y a 200, 300, 400, 500 ans, il se peut très bien que dans cette incarnation, Vénus devienne faible ou renvoie la faiblesse du karma que vous avez créé il y a 300, 400 ou 500 ans. Mais en aucun cas, Vénus ne sera faible. Et le but de cette astrologie va être, en fait, de transmuter en fait, les énergies du karma, puisqu'il existe des moyens correctifs très clairs pour brûler, transmuter, faire disparaître toutes ces énergies faibles que les planètes nous renvoient gentiment. Et je dis bien gentiment, avec douceur, mais avec fermeté, parce qu'il faut s'en occuper. C'est important. En fait, en Jyotish, la souffrance n'est pas mise de côté. On s'en occupe. On l'accueille. On l'accueille et on la transmute. C'est important, essentiel. Plusieurs différences entre l'astrologie occidentale et l'astrologie indienne, le Jyotish. La première, c'est qu'en astrologie indienne, l'emplacement des planètes ne sont pas identiques à l'emplacement des planètes en astrologie occidentale. Les Indiens considèrent qu'ils font l'exacte photographie du ciel au moment de votre naissance. À travers cette astrologie indienne, Jyotish, qu'on appelle astrologie sidérale. L'astrologie occidentale est appelée astrologie tropicale. Et les Indiens font une correction du mouvement de la Terre autour du Soleil chaque année. Voilà, chaque année. Les rishis ont perçu qu'en fait, chaque année, la Terre ne revenait pas vraiment au même endroit. Donc, il y avait un tout petit décalage. Mais ce petit décalage, qui existe depuis des siècles et des siècles, bien sûr, maintenant fait que les planètes sont décalées de 24 degrés par rapport à l'astrologie occidentale, en moins. Donc, c'est énorme. Sachant que nous allons travailler sur un ciel qui est autour de la Terre, qui fait 360 degrés, divisé en 12 parties, vous les connaissez, c'est les 12 signes du zodiaque.
eh bien, les planètes, en fait, en astrologie indienne, seront situées 24 degrés environ en moins par rapport à l'astrologie occidentale. Donc, si vous avez, par exemple, en astrologie occidentale, une lune qui est en soleil, eh bien, si on retire 24 degrés, cette lune peut être, en fait, dans son propre signe du Cancer. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même interprétation. Ce sont deux écoles, hein, astrologie sidérale, astrologie indienne, et astrologie tropicale, astrologie occidentale. En tout cas, il y a une réalité astronomique entre l'emplacement des planètes dans le ciel et l'emplacement des planètes sur le diagramme que l'astrologue indien va avoir devant lui. C'est la première information. La deuxième information, c'est que l'astrologie occidentale est une astrologie qui est solaire. On va s'occuper du soleil. Le soleil, pour les occidentaux, c'est l'autorité, c'est la puissance, c'est la force, c'est l'homme. On doit obéir. Les occidentaux ont toujours cru, ou nous ont fait croire que Dieu, par exemple, était un homme. J'ai fait mon catéchisme dans les années 60. Il y avait ce Dieu assis sur un trône dans un nuage, assis sur une grande barbe. Et voilà, c'était un homme. Donc l'astrologie occidentale est vraiment reliée à cette puissance du soleil qui est de toute façon l'astre le plus important sur le plan astronomique puisque c'est une étoile et les autres planètes tournent autour de cette étoile. Mais les rishis qui ont une subtilité, une sensibilité spirituelle ont déterminé que c'était la Lune, qu'on appelle Chandra en sanskrit, qui était la planète la plus essentielle. Parce que la Lune va représenter la sensibilité, la réceptivité, la croissance, l'amour inconditionnel, la possibilité de rentrer en communication avec soi-même et de rentrer en communication avec l'environnement. Et non pas à travers un mental, un ego et un corps émotionnel, mais directement avec son propre corps. Le cœur étant en fait le synonyme de l'âme à ce moment-là. Et l'astrologie, et la lune va représenter en fait la féminité. Le soleil, c'est la masculinité. La féminité va être en fait considérée par les rishis comme étant l'énergie primordiale. Et c'est celle qui va nous donner le plus de précision, de renseignements sur le fonctionnement de l'esprit, parce que la lune représente l'esprit. Le soleil va représenter l'âme quand même, et va représenter l'ego et l'autorité. La lune va représenter ce qui est sensible. Et un être qui est évolué par rapport à un autre être qui est moins évolué, la grande différence, c'est sa sensibilité, son ouverture, sa capacité à écouter, sa capacité à entendre, sa capacité à percevoir. Regardez, on connaît tous dans notre environnement des gens qui, et on doit prendre position sur notre degré d'évolution, nous sommes en contact avec des gens qui ont un peu moins d'ouverture que nous, nous le savons. Nous pouvons bien sûr l'accepter puisque c'est naturel, ça fait partie de leur propre évolution. Mais ils auront moins de sensibilité que nous, moins de perception, moins de compréhension. Et regardez comment le monde fonctionne. Il est très égotisé, il y a beaucoup moins de il y a relativement peu de sensibilité. Il y a relativement peu d'humanité. En fait, la Lune, c'est l'humanité. Donc, ce corps céleste, la Lune, qui est vraiment le satellite de la Terre, qui est la plus proche de nous, qui est la plus rapide, puisqu'elle met pratiquement un mois à faire le tour, enfin, je veux dire, c'est extrêmement rapide, et bien, cette Lune va être en fait la pierre angulaire du thème. Et le signe de naissance ne sera pas donné par l'emplacement du Soleil dans tel signe du zodiaque, mais c'est l'emplacement de la Lune dans tel ou tel signe du zodiaque. Je prends mon cas, je suis né début juillet, mon anniversaire c'était il n'y a pas longtemps. Pour les Occidentaux, je suis Cancer, puisque j'ai un Soleil en Cancer. Et en fait, pour les Indiens, j'ai une Lune en Scorpion. Donc, je suis Scorpion et non pas Cancer. Pas la même chose. Ça donne vraiment des précisions beaucoup plus subtiles, beaucoup plus centrales sur notre propre fonctionnement. Donc, c'est vraiment la deuxième différence avec l'astrologie occidentale, après avoir cette différence de 24 degrés qu'on appelle en sanskrit l'ayadamsha, en occidental la précession des équinoxes. Une différence de 24 degrés entre l'astrologie sidérale et tropicale. Première différence,
pas les mêmes emplacements des planètes dans le ciel. Deuxième différence, la Lune, important. La troisième différence, c'est qu'on va avoir un système extrêmement précis en astrologie indienne de périodes planétaires. 9 planètes. On a octroyé à chacune des planètes une période planétaire. L'ensemble des 9 périodes planétaires fait 120 ans. 120 ans correspond grosso modo, allez, on va dire à la fin de l'adolescence, à la fin de l'enfance, logiquement. Plutôt à la fin d'un certain apprentissage dans l'incarnation. Vous voyez, on est loin du compte, puisque si on arrive à 90, 95 ans, voire 100 ans, on est content. Mais compte tenu du stress, de la difficulté du monde qui nous entoure, le corps a du mal à tenir jusqu'à 120 ans et plus. Le corps pourrait vivre beaucoup plus longtemps, vraiment beaucoup plus longtemps. Il a des capacités extraordinaires. En tout cas, 9 périodes planétaires. La plus longue va être Vénus, 20 ans. C'est normal parce que pendant 20 ans, vous allez devoir créer une famille. C'est-à-dire qu'à chaque période planétaire, les qualités de la planète vont s'exprimer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Vénus, c'est le couple, l'amour, le monde matériel, la beauté, l'harmonie, le monde artistique, la capacité de percevoir le beau, d'être en contact avec les plans supérieurs. Quand vous rentrez dans une période de Vénus, vous allez être naturellement porté par votre destin karmique ou dharmique, ou les deux enchevêtrés. Il y aura du karma et du dharma. Il faudra faire le tri entre ce qui est élevant, ça c'est le dharma, et avec ce qui est lourd, le karma. Et on est dans des situations, souvent de couple, où en fait on a une élévation et en même temps il y a des aspects lourds. On ne comprend pas. Parce qu'il y a un enchevêtrement des deux destins, des deux énergies contradictoires, mais qui doivent être vécues, puisqu'elles sont légitimement, elles ont légitimement été créées par vous, tout du moins le karma. Donc, si vous rentrez dans une période de Vénus de 20 ans, si votre Vénus dans votre thème est bénéfique, c'est-à-dire si elle n'est pas faible, et l'astrologue sait déterminer la faiblesse des planètes, si vous rentrez dans une période de Vénus qui est vraiment formidable, vous allez avoir 20 ans de Vénus où le confort va être le confort du couple, même le confort matériel, l'argent, la satisfaction, la détente. Vous allez être heureux pendant 20 ans. Si votre Vénus est moyenne, vous êtes dans un couple, mais ce n'est pas vraiment ça. Si vous avez une Vénus faible, alors là, c'est compliqué. Vous allez créer un couple, mais vous allez avoir des difficultés de relation. Et ça, c'est très clairement vu dans le thème, et c'est très réellement conforté par ce que nous disent les personnes à qui on fait le thème. Ils disent, ben oui, effectivement, j'ai des difficultés. Donc, 120 ans, les 9 périodes planétaires. Vous allez naître dans telle ou telle période planétaire en fonction de votre place de la Lune dans le thème. C'est-à-dire que les 9 planètes vont se succéder de la même manière. Il y a toujours la même séquence. On passe toujours de Saturne à Mercure. Après, on passe toujours de Mercure au nœud sud, qu'on appelle Ketu, nœud sud de la Lune, position sud de la Lune. Après, on passe toujours à Vénus. Après, on passe toujours au Soleil. Après, on passe toujours à la Lune. Après, on passe toujours en Mars. Après, on passe toujours en Rahu. Rahu, c'est la position nord de la Lune. Après, on passe toujours en Jupiter. Après, on passe toujours en Saturne. Tout va dépendre, en fait, vous allez naître dans telle ou telle période planétaire. Si vous naissez dans la période de Vénus, vous n'allez pas naître au début de la période, vous allez naître à un instant T. Peut-être qu'il va vous rester, alors que c'est une période de 20 ans, peut-être qu'il va vous rester 5 ans. 5 ans de Vénus, et après, vous aurez, à ce moment-là, vous allez avoir 6 ans de Soleil. Après 10 ans de la Lune, etc. Donc, ces séquences planétaires indiquent en fait le processus, votre processus d'évolution qui est en marche. Puisque à chaque personne est attribué un processus d'évolution qui est extrêmement puissant, je dis bien puissant, même si on ne s'en rend pas compte. On n'a pas conscience de cette qualité de ce processus. Le processus d'évolution peut vous amener dans des impasses pour que vous puissiez comprendre des choses. Le processus d'évolution peut vous libérer à ce moment-là de certaines difficultés pour que vous puissiez vous élever. Le processus d'évolution peut vous indiquer que vous devez vous occuper de telle ou telle souffrance.
en faisant transmuter ces énergies karmiques. Donc, il y a tout un processus dans chaque thème qui va être différent, pour chaque âme, un processus d'évolution qui est extrêmement précis, à la journée près, à l'heure près, à la minute près. Et vous allez donc naître dans telle période planétaire, et cette période planétaire qui va vous accueillir dans cette incarnation, c'est celle qui vous a vu quitter votre corps dans l'incarnation précédente. C'est-à-dire que dans la précédente incarnation, vous faites les 15 ans de Vénus, vous quittez votre corps à 15 ans de Vénus, il va vous rester 5 ans de Vénus, vous revenez à 5 ans de Vénus pour les terminer. À la seconde près, tout est à sa place. Tout est précis. Tout est précis, pourquoi? Parce que, en fait, votre vie est précieuse. Votre destin est précieux. L'âme que vous êtes est précieuse. Et elle doit au plus vite retrouver sa qualité divine, sa réalité première. C'est vraiment le but du Jyotish. Donc, les périodes planétaires vont être extrêmement importantes puisque, et on a tous connu ça dans notre existence et aussi dans les existences de nos proches, pendant une certaine partie de notre existence, tout roule. Et subitement, du jour au lendemain, alors qu'on ne change pas, on ne fait pas plus d'erreurs, on n'est pas dans un état différent, subitement, ça ne fonctionne plus. Il y a quelque chose qui est lourd, quelque chose qui est de l'ordre du bouchon. On n'arrive pas à s'en sortir. On est coincé par quelque chose. Parce que vous venez juste, en fait, de changer de période planétaire ou de sous-période planétaire, puisque les grandes périodes planétaires peuvent être divisées en sous-périodes planétaires et même en sous-périodes planétaires. On peut voir même à 1 heure, 2 heures près ce qui peut vous arriver. Mais bon, restons sur la grande période planétaire et la sous-période planétaire. Et vous pouvez avoir, lorsqu'une période ou sous-période arrive, un changement, une planète qui arrive qui va être faible, et en fait, il y a quelque chose qui va exprimer un karma lourd, et là, à ce moment-là, vous allez sentir de la souffrance ou moins de bonheur. À l'inverse, vous pouvez en fait galérer pendant 15 ou 20 ans parce que c'est pas possible, quoi. Vous ne faites pas d'erreur et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ben oui, il y a des énergies karmiques qui vous bloquent, qui vous coincent, et subitement, tout se débloque. Vous ne faites pas plus d'efforts, vous n'avez pas compris plus de choses. Simplement, eh bien, vous changez de période planétaire. Et là, à ce moment-là, les choses se font. Les choses sont cool. Donc, la vision des périodes planétaires par un astrologue indien est d'une importance capitale. C'est la troisième grande différence avec l'astrologie occidentale, les périodes planétaires. Maintenant, vous allez me dire, mais François, c'est bien sympa, vous allez me donner des informations sur mon karma, sur mon dharma, ça va être extrêmement précis, extrêmement subtil, mais j'en fais quoi de tout ça? Si vous me dites, ben voilà, dans 6 mois, je rentre dans la période de Vénus, et Vénus est complètement pourrie dans votre thème, ma vie sentimentale, affective, ma vie reliée au plaisir aussi ne va pas être terrible, terrible. Qu'est-ce que je fais? C'est bien, intellectuellement, je suis contente de le savoir. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de vivre l'intensité d'existence. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir être heureux ou heureuse. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir être dans un dynamisme intérieur et de m'élever. Eh bien, les rishis, en fait, nous ont légué une connaissance extrêmement subtile, les moyens correctifs. C'est-à-dire que lorsqu'on fait le diagnostic des faiblesses planétaires, on peut mettre en place à ce moment-là des moyens correctifs pour transmuter le karma. Alors, il y a un karma qui va pouvoir se régler rapidement. Il y a des karmas qui demandent quand même des moyens correctifs, la mise en place de moyens correctifs pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Si vous avez des planètes extrêmement faibles qui renvoient un karma extrêmement lourd, là, il va falloir quand même s'y atteler. Et si vous avez la détermination, je dis bien la détermination, l'aspiration à vous élever, donc détermination et aspiration à vous élever, si vous mettez en place les moyens correctifs, vous allez transmuter progressivement et sûrement les énergies du karma qui ont une tendance à vous limiter. Je pense souvent à ces personnes qui viennent me voir, qui ont des planètes extrêmement puissantes, avec un dharma derrière qui est bouillonnant, et puis il y a une planète qui bouge. Il suffit d'une planète qui bouge, ça bouge tout, ça coince. La personne n'en peut plus.
Elle a 40, 50 ans, elle est là, c'est pas possible, quoi. Je sens en moi des capacités extraordinaires et puis rien ne se fait. À chaque fois que je veux faire quelque chose, c'est une catastrophe. J'ai des échecs permanents. Je ne suis pas reconnu, je ne suis pas vu, on ne me croit pas, je suis seul, je ne comprends pas. Oui, il y a un bouchon. Il y a un bouchon et derrière, il y a des capacités. L'âme est déjà prête à pouvoir s'exprimer, à vouloir s'exprimer. Et l'expression d'une âme, c'est ce qui est capital. Il faut la délivrer de ce karma. Il faut la délivrer de ce karma. Ce karma a été créé par l'ego, non pas par l'âme. Le karma a été créé par l'ego, non pas par l'âme. Même si l'âme, à ce moment-là, était certainement identifiée à l'ego. Donc, il va falloir, à ce moment-là, mettre les moyens correctifs. Les moyens correctifs qu'on utilise principalement, ou en tout cas ceux que je prescris, ou ceux prescrits par les personnes que je forme, puisque je forme des astrologues professionnels, ça va être surtout les mantras. Il va exister des mantras planétaires. Un mantra, si vous ne savez pas ce que c'est un son très spécifique dont l'efficacité est très subtile. Les rishis ont découvert ces sons extrêmement sensibles, extrêmement subtils. Donc, il y a des mantras par planète. Il y a des mantras pour le Soleil, il y a des mantras pour Jupiter, il y a des mantras pour toutes les planètes. Donc, je réponds même dans une question, les moyens correctifs peuvent modifier ou atténuer un thème. Oui, ça modifie ou atténue, bien sûr, les difficultés, bien sûr. Bien sûr. Donc, les mantras, donc on peut les réciter, les chanter. Je vous donne les mantras, je vous explique, vous pouvez même les écouter. Ces mantras vont avoir en fait une influence extrêmement forte dans votre environnement intérieur et extérieur. Je dis bien environnement intérieur puisqu'en fait le karma lourd va créer à l'intérieur de votre champ de conscience des objets parasitaires. Plus il y a de karma, plus il y a de lourdeur, plus en fait votre ego, votre mental et votre corps émotionnel vont créer une activité à l'intérieur de votre esprit, à l'intérieur de votre champ de conscience, c'est-à-dire des pensées, des émotions, des blocages, des incompréhensions. Il y a des objets à l'intérieur de votre champ de conscience. L'éveil, la libération, c'est l'apaisement du mental, c'est-à-dire que votre mental est libéré, le mental au sens noble du terme. L'espace intérieur est libéré. Et les moyens correctifs, surtout les mantras, vont venir apaiser, transmuter tous les objets à l'intérieur de votre champ de conscience. Champ de conscience ou esprit ou paysage intérieur sont les mêmes termes. On est souvent sujet à des mouvements intérieurs, parasitaires, créés par l'ego. Qu'est-ce que l'ego? L'ego, c'est une conscience qui est en nous, mais qui n'est pas nous, qui nous a été octroyée il y a très longtemps pour nous individualiser. Maintenant, on est assez individualisé. L'ego peut reprendre sa place. Qu'est-ce que le mental? Le mental, c'est une énergie universelle qui ne nous appartient pas, mais qui va nous prendre vraiment par le cerveau à travers des failles émotionnelles. Vous savez, ce petit vélo qui tourne dans la tête en permanence. Qu'est-ce que les émotions? Les émotions, c'est l'ensemble de toutes les mémoires émotionnelles de toutes les incarnations passées qui n'ont pas été réglées et qui se sont cristallisées d'incarnation en incarnation. Une cristallisation. Il y a des strates. Chaque vie non réglée dans la lumière, non vécue dans la lumière, va créer en fait une strate supplémentaire d'inconscient. Ce sont les émotions. Et légitimement, il y a des émotions qu'on ne pouvait pas régler. Attention, on n'est pas dans l'erreur. Il y a des émotions dont on a été incapable de régler l'impact sur notre corps et sur notre sensibilité. Mais la métaphysique de l'être humain est ainsi faite que d'incarnation en incarnation, il y a des strates, il y a des strates, il y a des strates, il y a des strates. À un moment donné, on est là, on n'en peut plus. On crie au secours. À ce moment-là, moyen correctif, les mantras, pour venir en fait déstratifier progressivement toutes ces vieilles mémoires, ce qu'on appelle les samskaras en sanskrit. Donc, premier moyen correctif, ça va vraiment être les mantras que l'on récite, que l'on écoute. Mais on les écoute certains jours, puisque à chaque planète va correspondre une journée. La Lune, c'est le lundi. Mars, c'est le mardi. Mercredi, c'est Mercure.
Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, c'est Vénus. Saturne, samedi. Sunday, dimanche, c'est le Soleil. Et Rahu et Ketu, qui sont des nœuds lunaires. Ketu, c'est le mardi, comme Mars. Et Rahu, c'est comme Saturne, le samedi. Donc, ces jours-là, vous pouvez réciter, écouter des mantras planétaires. Ça, c'est le premier moyen correctif. Le deuxième moyen correctif, ça va être les pierres précieuses, la lithothérapie védique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir porter des pierres en fonction des planètes faibles. Vous voyez, je suis porteur de plusieurs pierres. Main droite pour les hommes, poignet droit. Ça peut être donc en bague, en bracelet. Ça peut être aussi en mala. Hein, j'ai un mala ici, vous voyez. Mala, c'est 108 perles. Hein. Là, c'est un mala pour Mars. Hein, j'ai un Mars qui est faible dans mon thème. Hein, donc, je porte un mala. Donc, on porte donc des pierres précieuses ou semi-précieuses en relation avec la faiblesse planétaire. La règle, c'est que la pierre doit toucher la peau. Hein. La bague, par exemple, je peux vous montrer une bague pour Saturne. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir, mais vous allez voir la pierre sort de la bague. Ce qui fait que dès que je la mets sur mon doigt, la pierre touche la peau. Hein. Donc, ce sont des bagues que nous portons dans la journée. Le soir, nous les mettons à côté sur notre table de nuit. On évite de les porter la nuit parce que c'est très fort quand même, ces bagues. Et ça risque de vous créer beaucoup de mouvements émotionnels la nuit. Donc, on les garde dans notre environnement. Hein. Et ces bagues, en fait, par exemple, sont vraiment montées sur des doigts qui correspondent aux planètes, sur des alliages qui correspondent aux planètes. Hein. Tout est extrêmement précis. Et on fait même une cérémonie d'accueil à un moment précis que je vous donne, où vous allez en fait accueillir la pierre qui est montée soit en bracelet, soit en mala, soit en bague, soit en pendentif. Vous allez faire donc une cérémonie d'accueil. Vous allez réciter un mantra 108 fois et vous allez créer à ce moment-là une géométrie sacrée entre la planète et vous. En fait, vous réanimez une ancienne relation subtile entre la planète et vous, puisque nous sommes des êtres cosmiques et nous sommes en relation avec divers points de l'univers et en particulier, nous sommes en relation avec les 9 planètes du système solaire que nous utilisons en astrologie indienne. Et ça, les pierres vont fonctionner en fait toute la journée, à partir du moment où la peau est en contact avec la pierre. Donc, par exemple, pour Saturne, ce sont des pierres bleues, saphir bleu, améthyste, lapis lazuli. Pour le soleil, c'est des pierres rouges, par exemple, et c'est du grenat, une tourmaline rouge, un rubis. Pour la lune, perle ou pierre de lune, hein, etc., etc. Pour Jupiter, ça va être une pierre orange. Jaune, pardon, saphir jaune, tourmaline jaune, citrine. Hein. Donc ça, ce deuxième moyen correctif est extrêmement puissant parce qu'il est permanent dans l'état de veille. Dès que vous vous levez, vous mettez vos pierres et quand vous vous couchez, vous les retirez. Donc toute la journée, vous allez sentir que ça fonctionne. Moi qui suis sensible, hein, si je retire vraiment les bagues là, je ressens tout de suite à la seconde où je les retire une différence. C'est très différent. Très différent. Dès que je les mets, il y a une ouverture. Là, j'ai mis Saturne. Là, c'est une pierre pour la Lune. Automatiquement, il y a, sur le plan énergétique, sur le plan de la conscience, une ouverture. Donc ça, c'est le deuxième moyen correctif extrêmement puissant. Troisième moyen correctif, ce sont des cérémonies védiques qu'on appelle des yagyas, Y-A-G-Y-A. Ça veut dire en sanskrit « action parfaite ». C'est-à-dire que vous pouvez assister à des cérémonies védiques où un feu est allumé, une cérémonie qui a été élaborée il y a très longtemps par les rishis, où on va réciter des mantras très puissants. Et le but de ces yagyas, c'est de brûler le karma. Quand vous pratiquez la méditation, vous allez vers le divin, vous allez vers la lumière, vous allez vers vous, vous allez là, vers le centre. Quand vous assistez à un yagya, c'est le divin par l'intermédiaire de la planète qui descend. Je dis bien, c'est le divin par l'intermédiaire de la planète qui descend, à travers l'énergie typique de la planète, qui gère telle ou telle loi naturelle pour votre incarnation. Et vous allez donc sentir, et tous ceux qui ont vécu, qui ont assisté à des yagyas, en fait, ressentent véritablement une présence et vont avoir une expérience spirituelle
intérieure intense, signe que la planète, je dis bien la conscience de la planète, s'occupe de nous. Puisque les planètes sont des êtres divins, sont des déités planétaires, elles n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir nous aider. Et pour cela, il faut en fait mettre en mouvement ces moyens correctifs, toujours à travers cette détermination et cette aspiration. S'il n'y a pas de détermination, s'il n'y a pas d'aspiration, si vous faites un yagya une fois de temps en temps, vous allez ressentir quelque chose, mais ça n'aura pas d'effet extrêmement puissant. Il faut en faire plusieurs. Sauf si vous avez un karma extrêmement minime à régler. Et généralement, le karma est un peu plus lourd que ça quand même. Donc, ces yagyas vont être vraiment des moments extrêmement propices de grâce, où en fait, on s'abandonne à la présence divine. Et là, on accepte ce qui se passe pendant l'heure ou l'heure un quart que dure le yagya, puisque nous proposons ici en Provence ces yagyas. Et vous pouvez y assister en venant sur place ou par Zoom, hein, ça fonctionne pareil. Et là, à ce moment-là, vous accueillez la planète et vous voyez dans les jours qui suivent quel est l'effet de cette énergie, de cette conscience planétaire qui s'est infusée dans vos corps subtils et dans votre âme, et quelle est l'influence de cette conscience sur votre vécu, sur les événements de votre existence, puisque le karma qui a été brûlé va jouer aussi sur les événements. Le karma ne fonctionne pas juste sur le fonctionnement intérieur, mais aussi sur les événements extérieurs. Donc, changement à chaque fois que vous faites un yagya, des événements extérieurs et du fonctionnement intérieur. C'est une grâce de pouvoir assister à des yagyas. En France, on n'est pas beaucoup à proposer ce type de moyens correctifs. Donc, ce sont ces 3 moyens correctifs qui sont extrêmement puissants que nous proposons. Il y en a un 4e, c'est porter des yantras. Des yantras sont des représentations graphiques des planètes, soit avec des chiffres, soit avec des signes. Et on peut porter à ce moment-là des yantras qui ont un effet aussi très puissant. On les porte souvent autour du cou, dans un petit sac. Donc ça, c'est aussi possible de porter des yantras. Il existe d'autres moyens correctifs qu'on n'utilise pas. Par exemple, on peut aller, si vous voulez, vous avez un Vénus faible, il faudrait que, par exemple, tous les vendredis, vous alliez donner à un sans-abri, par exemple, quelques aliments particuliers, quelques aliments très précis, ou alors une pierre précieuse, un diamant. Mais si vous allez offrir tous les vendredis un diamant à un nécessiteux, bon, faut avoir quand même une assise financière importante. Il y a aussi d'autres possibilités pour les mantras, c'est de suivre des règles plus strictes, de réciter des mantras 10, 12 ou 15 000 fois le matin en se levant à 4 heures du matin. Mais tout ça, ce sont plutôt des pratiques que l'on fait dans des ashrams ou dans des lieux reclus. Nous qui sommes occidentalisés, on doit adapter aussi les moyens correctifs à notre vie. Donc, les moyens correctifs sont vraiment des moyens très clairs, très nets de transmuter les énergies karmiques. Donc, le Jyotish est donc une astrologie de transformation. Le Jyotish, quand vous faites une consultation, vous aurez une première partie d'interprétation. On va interpréter votre destin karmique et dharmique. Qu'amenez-vous du passé? Que devez-vous faire pour le transmuter? Et que devez-vous faire pour trouver votre dharma? Première partie. Deuxième partie, la prédiction. On va prévoir à travers le système des périodes planétaires, quels sont les événements qui peuvent arriver. Ce qui est intéressant, c'est que tout au long de l'existence, il y a du karma qui tombe régulièrement. C'est prévu. On le voit dans le thème. On voit le karma qui arrive. On peut donc prévoir par ce système de prédiction avec le système de périodes planétaires, on peut prévoir si dans 6 mois, il peut y avoir un gros karma qui arrive. Gros karma, c'est maladie, accident, décès, pourquoi pas. À ce moment-là, on peut mettre en place les moyens correctifs. Ça, c'est le deuxième, donc la prédiction. Et la troisième partie donc, de la consultation, c'est les moyens correctifs que l'on vous prescrit en fonction des planètes faibles qui vont agir pendant telle ou telle période planétaire. Quand vous faites une consultation, vous avez donc la totalité de votre connaissance.
Et pendant la consultation, les planètes seront bien évidemment présentes. Puisque les planètes, je vous l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas des cailloux dans le ciel, hein, ce sont vraiment des êtres divins. Et lorsqu'on fait une consultation en astrologie indienne, sans mental, sans ego, en étant totalement intériorisé dans sa propre nature, à ce moment-là, les planètes sont puissantes et elles agissent. Donc, pendant une consultation, les planètes sont agissantes, elles transforment, elles brûlent le karma déjà. Dans une consultation indienne, de Jyotish, d'astrologie indienne, on brûle le karma dès la première seconde de la consultation. On ne perd pas de temps. C'est pour ça que c'est puissant. Voilà donc les moyens, les grandes différences avec l'astrologie occidentale. Je vais vous montrer maintenant, je vais vous parler des planètes et après je vais vous montrer comment fonctionne vite fait, bien sûr, un thème, comment se présente un thème, puis après vous pourrez poser bien sûr des questions. Hein. Surya, c'est le soleil. Ceux qui sont subtils ou sensibles, ou même ceux qui ne le sont pas, ou celles qui ne le sont pas, vous pouvez ressentir, il y a quelque chose. C'est le soleil. Hein, le soleil est toujours relié à de multiples chevaux qui tirent un char. Hein. Le soleil est rouge, il est entouré de forces au niveau de la tête, de forces extrêmement puissantes. Ça, c'est le soleil, Surya. Donc, Surya va gérer quoi? C'est une planète qui va gérer dans votre incarnation la relation avec le Père, la vitalité, l'âme, hein, c'est l'âme, c'est vraiment la lumière divine. Hein, et il va représenter aussi l'ego. Il va aussi représenter le rapport avec l'autorité. Il va aussi représenter la vitalité. La vitalité, donc, c'est très relié à la santé. Si vous avez un soleil un peu faible, bof, faut qu'on s'en occupe. Hein. Il peut y avoir un problème de confiance en soi, par exemple. Hein. Voilà, soleil, Surya. La deuxième planète, si ça fonctionne, oui, la deuxième planète, c'est Mercure. Astronomiquement, Mercure est toute petite planète à côté du Soleil. Mercure, vous voyez, elle est verte. Hein, enfin, verte. Elle a une écharpe verte autour d'elle. Voilà. Tout à l'heure, on avait le Soleil qui était rouge, les pierres sont rouges. Et donc là, on a Mercure. Mercure, qu'on appelle Bouddha en sanskrit. Bouddha, B-U-D-H-A. Bouddha va être la planète de l'éveil. Et Bouddha, en fait, va représenter beaucoup de choses, va représenter l'intellect. L'intellect, c'est la capacité qu'on a de faire le choix entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, ce qui vient de l'ego, ce qui vient de soi. Voilà, ça c'est vraiment Mercure. C'est la planète du contact, c'est la planète de l'éloquence, de l'écriture, c'est la planète de l'humour, c'est la planète de la curiosité, c'est la planète de l'activité professionnelle. C'est une planète extrêmement légère, extrêmement sensible, subtile. Hein. Mercure, Bouddha. Alors pourquoi Bouddha? Parce que le Bouddha, c'est celui qui s'est éveillé en fait en discriminant. Il avait un discernement extrêmement précis, le Bouddha. Donc il a pu discerner ce qui venait, il a pu discerner la cause de la souffrance, c'est-à-dire l'identification à l'ego. Voilà, Bouddha. Troisième planète, Vénus, qui nous fait un petit clin d'œil, Shukra. Shukra en sanskrit. Shukra. Shukra est la planète du foyer, du couple. C'est la planète de l'harmonie. C'est la planète de la beauté, des plaisirs et des désirs. Les plaisirs et les désirs sont acceptés en astrologie indienne. On doit ressentir le désir, on doit accepter le plaisir, on doit vivre du plaisir. Même le plaisir sexuel, sensuel, peut être des plaisirs plus intellectuels, les plaisirs de voir un magnifique coucher de soleil, le plaisir d'être en famille, peu importe. Ressentir des choses. Hein, c'est la deuxième planète du ressenti après la Lune. Shukra en sanskrit. Shukra, extrêmement importante, extrêmement importante. Elle représente l'aspect féminin aussi, comme la Lune. Bon, elle représente beaucoup, pour ceux qui sont un peu reliés à l'Inde, à Mahalakshmi, déesse de l'abondance. Troisième planète. Quatrième, là, on passe à notre visage quand même. Hein. Là, c'est le nœud lunaire nord. On utilise en astrologie indienne deux nœuds lunaires, sud et nord, comme en astrologie occidentale, mais on n'a pas du tout la même signification. Là, c'est le nœud nord. Oui, c'est Rahu, R-A-H-U, Rahu.
Vous voyez, il tient dans sa main gauche la Lune et dans sa main droite le Soleil. C'est vraiment la planète qui est impétueuse, puissante, ambitieuse. Elle va privilégier les apparences pour ceux qui sont encore matérialistes, pour voir s'ils mordent encore à l'hameçon du monde matériel, du pouvoir, du monde du plaisir et de l'argent et de la position sociale. Mais dès que vous lâchez cet attachement à ces plaisirs, Raoult va être une planète du chercheur spirituel. Et il va trouver, il va vous aider à trouver. C'est une planète extrêmement puissante, extrêmement présente. Lorsqu'elle est un peu faible, elle peut ramener beaucoup de confusion, beaucoup de difficultés. Mais par contre, dès que vous transmutez les énergies karmiques qu'elle renvoie, c'est extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Vous voyez, c'est un corps humain, le bas du corps, c'est un corps de serpent. C'est la queue du dragon. Voilà. La lune, Chandra en sanskrit. La lune, blanche, vous voyez. La lune, donc Chandra, c'est la planète de la féminité, de la croissance, de la maternité. C'est la planète qui renvoie à la subtilité, la sensibilité, la réceptivité, l'amour inconditionnel. C'est la mère divine, intérieure. Shukra, Vénus étant la mère divine qui s'exprime à l'extérieur. Là, vous avez une mère divine intérieure. Extrêmement proche. Normal, c'est le satellite de la Terre. Extrêmement proche, extrêmement bénéfique. Une lune bénéfique dans un thème, c'est une grâce. Si vous ramenez du passé, si la lune ramène du passé, il faut ramener du passé les éléments bénéfiques de vos vies passées. Et là, vous avez une vie de succès. Le succès n'étant pas forcément que le succès matériel, même si, bien sûr, elle peut traiter aussi de l'aspect matériel. C'est surtout la félicité, le contentement, l'apaisement du mental. C'est vraiment la lune. Chandra. Ketu, le nœud sud de la lune. Tout à l'heure, on avait Raoult, qui avait une tête d'homme et puis le bas du corps de serpent, la queue du serpent. Et là, on a la tête du dragon. On a un corps d'homme et on a en fait des têtes de serpent. Ketu. Autant Raoult tout à l'heure était une planète d'extraversion vers l'extérieur, qui était révolutionnaire, qui pouvait transformer les choses, autant Ketu est une planète d'introversion. C'est une planète de la libération intérieure. C'est la planète de l'éveil spirituel. C'est la planète qui dévoile les difficultés intérieures. C'est la planète du reclus, du silence. C'est la planète du lâcher-prise. Ketu a une période planétaire de 7 ans. Dès qu'on rentre dans la période de Ketu, votre esprit va se tourner naturellement vers l'intérieur, même si vous ne pratiquez pas de la méditation ou du yoga. Vous aurez un esprit qui va se tourner naturellement vers l'intérieur. Ketu ramène toujours, invite toujours à la transcendance, à la méditation. Redoutable, Ketu, extrêmement forte pour déloger l'ego. Oui. Mars, Mangal en sanskrit. Mangal. Vous voyez, rouge, puissante. Mangal, c'est l'énergie. C'est l'énergie, l'action au service de la lumière. Je dis bien l'action au service de la lumière. Il n'y a aucun sens à être dans l'action au service de rien du tout. Alors souvent, on est au service de nous-mêmes, puisqu'il faut bien vivre et manger. On est dans une société où il est important de travailler. Mais Mars, au départ, est une planète de la victoire. On est victorieux sur l'identification à l'ego, puisque notre souffrance provient souvent de l'identification à l'ego, l'identification au mental et l'identification au corps émotionnel. Mars est une planète de compétences, de savoir-faire, de précision. C'est une planète d'action intense, très intense. C'est une planète d'autorité, d'indépendance. Planète qui est reliée en fait au ventre, au vital, à l'énergie vitale. Et lorsque l'énergie vitale est détendue, libérée des
des vieilles mémoires karmiques, cette énergie va être fraîche, va être très lumineuse et elle va vous permettre à ce moment-là d'être au service de vous-même, au service du dharma. C'est le guerrier. Bon, bien sûr, si Mars est faible, il peut ramener plutôt la guerre, les conflits, les difficultés. Mars, Mangal en sanskrit, extrêmement puissante aussi. Là, vous avez un sage, c'est Jupiter. Jupiter, avec son éléphant. Jupiter en sanskrit, c'est gourou. Gourou, c'est celui qui transmet, c'est celui qui donne. Gourou va représenter la sagesse, la dévotion. Pas forcément une dévotion émotionnelle, une dévotion religieuse. Une dévotion, c'est l'amour pour l'incarnation, l'amour pour la vie, l'amour pour ce qui est simple, l'amour pour ce qui est primordial. C'est ça, gourou. C'est la planète de l'abondance spirituelle, aussi l'abondance matérielle, quand même. C'est la planète de la connaissance spirituelle. C'est la planète de l'expansion de conscience. L'expansion de conscience. C'est la planète du dharma, c'est la planète du bon karma. Ça peut être des enfants. C'est la planète du bonheur intérieur. Vous voyez, vous pouvez ressentir, vous avez vu à chaque fois que vous avez une planète qui se présente sur l'écran, vous pouvez sentir quelque chose de différent. C'est gourou, c'est celui qui transmet, celui qui donne. Très généreux. Saturne, en bleu, Saturne. Shani en sanskrit. S-A-N-I, Shani. Saturne va être la planète la plus lointaine. Vous avez vu, je vous ai présenté les planètes suivant leur position astronomique. Je suis parti du Soleil et là, j'arrive tout au bout du système solaire, puisqu'on n'utilise pas Uranus, Pluton et je ne sais plus qui. Saturne, en fait, est la planète la plus lointaine. C'est la plus lente. Elle met presque 30 ans pour faire le tour du Soleil. Donc, planète de lenteur, de tranquillité, de structure. C'est le premier chakra. C'est une planète du lâcher-prise, planète de transcendance. C'est-à-dire qu'elle vous invite toujours à quitter un niveau de fonctionnement pour atteindre. Encore faut-il savoir qu'elle vous invite à faire ça dans votre thème. C'est vraiment une planète d'amour aussi, une planète de protection, très puissante. Vous pouvez ressentir son amour en regardant juste cette représentation de cette divinité. On n'est pas dans le symbolisme spirituel et émotionnel, on est dans la réalité de conscience. On est vraiment dans une réalité de conscience. Saturne, vous pouvez rentrer en conscience avec sa conscience. Donc c'est une planète qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ramène le karma le plus lourd. Donc souvent on la regarde pour percevoir ce qui bloque, ce qui restreint, ce qui est limité, puisque Saturne va en fait exprimer les restrictions, les limitations, la solitude, la souffrance. La souffrance. Mais lorsqu'on transmute cette souffrance, la planète va pouvoir s'exprimer librement sans passer par le renvoi de votre karma. Elle va donc donner à ce moment-là tout son amour et toute sa sagesse, puisque c'est une planète de sagesse, de tranquillité. C'est une planète de méditation, c'est une planète de philosophie, c'est une planète d'intériorité, c'est une planète de profondeur. Jupiter et Saturne, les deux planètes les plus lointaines du Soleil, sont les 2 maîtres d'un thème. Voilà, maintenant je vais vous montrer un thème, comment il se présente. Ce grand rectangle-là, je ne sais pas si j'ai la... Voilà, ce grand rectangle-là, ça c'est la représentation de l'Inde du Nord. Sachez qu'il existe 2 représentations, voire 3, voire 4 ou 5, mais surtout 2 principales, l'Inde du Nord et l'Inde du Sud. L'Inde du Sud, ça va être en carré. Ça va représenter un carré avec des carrés dans le carré. Là, la représentation de l'Inde du Sud, c'est la pointe de diamant. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Attendez, parce que je ne suis pas dans le bon sens. Ouais. La souris, la pointe de diamant est là, au centre, ici. C'est là. Donc, vous avez des losanges, des triangles
Voilà, des losanges et des triangles. Et chaque losange et triangle va correspondre à une maison du thème. Vous avez donc 12 maisons du thème. Ici où c'est marqué AS en grand, ascendant, c'est la première maison du thème. Vous voyez là, ça c'est le thème d'Albert Einstein, né le 14 mars 1879 à 11h30 à Ulm, en Allemagne. Je prends son thème parce que c'est un très beau thème. C'était une âme qui avait quelques défauts peut-être au niveau de l'ego, mais qui était extrêmement évoluée. Donc vous voyez ici ce grand losange là, au moment de votre naissance, là il y a une pointe là où c'est marqué Tanou. Cette pointe-là, on va la mettre à l'est de votre naissance, de votre lieu de naissance. Et à l'est, on va regarder en fait quelle est la constellation qui est dans le ciel. Constellation, c'est une division du ciel en 12. Et cette division ici, on l'a numérotée par un chiffre. Le signe zodiaque numéro 3. C'est le Gémeaux. Donc il est As. As, c'est ascendant. Ascendant, c'est la maison principale. Ascendant, pourquoi ascendant, cette maison-là? Parce que ascendant, c'est là où le soleil se lève. Le soleil se lève à l'est. Là, ascendant. Ça vient là. Cette maison-là est maison centrale. Donc cette maison-là, elle va nous permettre en fait d'avoir toutes les informations sur votre destin. Aussi simple que ça. Donc là, la maison 1 va correspondre à votre destin, à votre physique, à vos défauts, à vos qualités, à votre enfance. Elle va représenter en fait la ligne directrice de votre existence. À côté, vous voyez, vous avez un triangle, là c'est la maison 2. En fait, dans cette représentation de l'Inde du Nord, les maisons sont fixes. Ça, c'est toujours la maison 1, ça, c'est toujours la maison 2, ça, c'est toujours la maison 3, ça, c'est toujours la maison 4, etc. On a 12 maisons. Les 12 maisons représentent 12 domaines de l'existence. La maison 1, c'est l'ascendant, elle représente votre destin, votre fonctionnement, l'environnement qui vous accueille, que vous naissez. La maison 2 qui est ici va représenter la famille que vous créez, l'argent, le contact avec les autres. La maison 3 qui est ici, ce triangle-là, où il y a le chiffre 5. Le chiffre 5, c'est le 5e signe zodiaque, c'est le lion. Cette troisième maison va représenter vos qualités de courage, de détermination, vos talents, capacité de communiquer à l'extérieur. La maison 4, là, elle va représenter la famille d'accueil. Papa, maman, et surtout maman. Ici, cette maison 4, là. Elle va représenter aussi des qualités de bonheur intérieur. Votre patrimoine, vos maisons. Les textes sacrés indiens disent que la maison 4 va représenter les éléphants. Les éléphants, c'est les moyens de locomotion, et les buffles. Les buffles et les éléphants, c'est les moyens de locomotion et le patrimoine. Bien sûr, maintenant, on n'a plus de buffles et d'éléphants. Encore que, si vous avez envie, vous pouvez le faire. Mais ça représente en fait votre maison d'habitation, les moyens de locomotion, les voitures, les motos, les bicyclettes, les patinettes, tout ce que vous avez pour rouler, et puis votre patrimoine, cette maison 4. La maison 5 qui est ici, là, qui est ce triangle-là, où il y a le chiffre 7, c'est le 7e signe du zodiaque, puisque les chiffres ne représentent pas les maisons, mais les numéros des signes du zodiaque. Cette maison-là, c'est une maison importante, elle représente la spiritualité pratique, les enfants, l'intelligence, capacité de recevoir un enseignement et d'en donner. C'est la maison qui représente le sentiment amoureux des enfants, la créativité artistique, etc., etc. Très importante. Cette maison 6, là où il y a Élu dedans, vous voyez, donc Élu, c'est la Lune. On représente donc les planètes par l'abréviation de leur nom. Ici, KE, c'est Ketu, le nœud sud. Donc là, on a un Ketu en maison 2. Là, on a une Lune en maison 6. Cette Lune-là va représenter la Lune. Cette maison-là va représenter les difficultés. C'est une maison d'emmerde, de limitation, d'obstacles, d'ennemis et de maladies. Vous voyez, il a une lune ici, notre Albert Einstein, une lune qui est faible. Il était malade tout le long de son existence. Maladie chronique, des tas de maladies. Ça n'a jamais arrêté, parce que sa lune est faible. Et il ne connaissait pas les moyens correctifs, aussi intelligent qu'il était. Donc, il était malade tout le long de son existence. Ce losange-là où il y a le chiffre 9, c'est la maison 7, maison du couple. Couple intime, couple professionnel, les associés, c'est des voyages aussi, et les contrats. Une maison assez simple. Vous voyez, ça c'est la maison 1, c'est vous. En face, il y a l'autre, la maison 7.
Hein. Maison 8, là où il y a le chiffre 10, on a Raoult, R-A, et Mars. Mars, c'est la puissance. Et cette maison 8 est une maison de difficulté. Très souvent, c'est une maison où on perd les choses. On se retrouve en liquidation judiciaire, on peut se retrouver avec des ennemis, on peut se retrouver avec des maladies aussi des maladies chroniques, et on peut se retrouver aussi avec des difficultés mentales. Mais chez lui, chez notre ami Albert, Mars, là, est très, très fort, très, très puissant. Donc cette maison 8, qui au départ est faible, devient très forte. Elle est faible par la nature, mais vous avez une planète forte à l'intérieur. Et cette maison 8, c'est la planète aussi du chercheur. Dans l'occurrence, là, c'est un chercheur scientifique et non pas un chercheur spirituel, même s'il avait une notion de spiritualité. Et Raoult, vous voyez, Raoult qui est ici, est le chercheur spirituel. Et Mars, c'est une planète aussi de précision de chercheur. Mars et Raoult ensemble dans cette maison-là, ça a donné ce scientifique le plus connu du XXe siècle. C'est cette maison-là qui va donner ça. Mars-Raoult. Extrêmement simple à voir. Cette maison 9 ici, c'est la meilleure maison du thème. C'est la maison du Dharma, maison 9. C'est ce triangle-là. Vous avez un Jupiter, JU dedans. Jupiter est la planète du Dharma dans la maison du Dharma. Son Dharma était très clair. Il devait découvrir des lois de la nature par l'intermédiaire de nos recherches scientifiques. Cette maison-là, ce losange-là, c'est la maison 10. C'est une maison d'activité professionnelle, d'action, de compétences, de renommée, d'honneur, de pouvoir. Et aussi, c'est la maison qui indique comment on se présente face au monde. Et là, vous avez 4 planètes extrêmement puissantes. Surtout Vénus, qui est une planète d'harmonie et de perception des lois de la nature. Vénus ici. Associé à Saturne, qui est extrêmement structurant, puissant, fort. Le Soleil, c'est la renommée en maison 10. Mercure est très faible, et c'est son maître de l'ascendant. Il est très faible, Mercure. Mais par des combinaisons planétaires, par la position d'autres planètes, il devient très fort. Et Mercure, c'est sa planète principale. C'est la planète qui s'occupe de la maison 1. Puisqu'en fait, on n'entre pas dans les détails, mais chaque signe du zodiaque, il y en a 12, sont maîtrisés par des planètes. C'est-à-dire qu'ici, vous avez en maison 1 le signe 3, qui est le Gémeaux, qui est géré par Mercure. Et Mercure est très faible. Mercure très faible, c'est « je ne comprends rien ». C'est une intelligence qui est faible. Jusqu'à 8 ans, Albert Einstein était géré par la planète Mercure à travers une période planétaire de Mercure. 8 ans. Ces 8 premières années, il était autiste et il ne comprenait rien. Parce que son Mercure est très faible au début de son existence, mais par des combinaisons planétaires, donc par la position d'autres planètes, il va devenir très fort. Donc à un moment donné, sa faiblesse est devenue une force. Et à 8-9 ans, il a commencé en fait à recevoir une éducation par un précepteur. Et là, il a commencé à comprendre la philosophie, les sciences, la physique, les mathématiques. Et il a commencé en fait à devenir véritablement un esprit brillant. L'esprit brillant, c'est Mercure avec le Soleil, ça brille. Vous voyez ? Et là, on a vraiment, avec les périodes planétaires, on voit très bien que Mercure, à un moment donné, a laissé place à Ketu. Et Ketu, ici, a levé le voile. Je vous ai dit tout à l'heure que Ketu, c'est une planète qui libère. Et bien, Ketu a libéré la faiblesse de Mercure. La maison 11 qui est là, c'est une maison de réalisation des désirs. Voilà. Désirs matériels ou spirituels. Et puis, cette maison 12, là, c'est la maison des pertes. C'est une maison difficile parce qu'on peut perdre la liberté, se retrouver dans un hôpital, en prison, mais on peut aussi perdre l'attachement à l'ego. On peut aussi perdre ses problèmes. C'est une maison de perte. Donc, cette maison 12, c'est une maison d'éveil spirituel. Donc, on a 12 maisons. On a 9 planètes, donc on ne peut pas avoir des planètes par maison. Et en plus, on a des conjonctions planétaires. Là, vous voyez, Vénus est avec Saturne, avec Mercure, avec Soleil. On a 4 conjonctions dans la même maison. Mais toutes les autres maisons où il n'y a pas de planète vont être maîtrisées par ces planètes. Vous voyez, le signe 5 là que l'on voit ici, c'est le signe du lion, il est géré par le Soleil. Donc le Soleil qui est ici va donner cette maison-là. Là, ici, vous avez Ketu dans le signe 4.
Hein, le signe 4, c'est le cancer, il est géré par la Lune, ici. Donc, il y a une relation entre cette maison 6, là, et cette maison-là. Hein. La maison 5, qui est une maison importante, par exemple, eh ben, c'est la balance, septième signe du zodiaque, c'est Vénus qui s'en occupe. Hein, c'est une maison d'enseignement, de transmission, voilà. Et il a donné des cours, notre copain Albert Einstein. Ça, c'est la représentation de l'Inde du Nord. Si vous voulez avoir plus de précision sur l'astrologie et sur la représentation des cartes et la représentation des planètes, hein, vous pouvez aussi, si vous avez envie, j'ai édité il y a 1 an et demi chez Très Daniel un livre sur l'astrologie indienne. C'est une commande de l'éditeur pour présenter l'astrologie indienne en fonction des moyens correctifs. Hein. Donc, si vous êtes intéressé, c'est découvrir l'astrologie indienne. Hein. Chez Très Daniel, vous aurez plus de précision sur comment fonctionne en fait l'astrologie indienne. Voilà. Eh bien, j'étais très très heureux de faire cette conférence et puis Merci François, merci beaucoup. j'espère vous revoir. À bientôt.